gros échec de ma vie pro, c'est d'avoir burné quand j'étais consultant. Parce que je suis arrivé avec mes godasses de je vais y arriver, parce que j'ai envie de bosser, parce que j'ai envie d'avoir les dents qui rayent, j'ai envie de réussir, j'ai besoin de reconnaissance. Et puis un jour, tu grilles. Et puis t'as pas de reconnaissance, et puis t'y arrives pas, et puis juste c'est un gros échec. Non seulement c'est un échec, mais en plus tu le ressens comme tout s'effondre, quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Du conseil à l'entrepreneuriat, il y a bien souvent qu'un seul pas, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à replonger dans ses cours de RDM pour de nouveau nous proposer un produit de qualité, et il va nous en parler. Je reçois aujourd'hui Martin Rolland. Salut Martin. Salut Thibaut. C'est un plaisir de te recevoir. Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir dans ce super studio. Merci beaucoup, c'est très sympa. Alors je suis d'autant plus content qu'on a fait la même belle et prestigieuse école des arts et métiers. Ouais, une promo près. Une promo près, effectivement, et on ne se connaissait pas pourtant, donc on a beau venir du même centre, mais heureusement Paris est si petit qu'on arrive à se retrouver, c'est ça qui est magnifique. Bah écoute, je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs pour savoir un peu plus... sur toi, et que tu nous dises bien qui tu es et d'où tu viens. Yes, donc moi je m'appelle Martin Rolland, j'ai 29 ans, je suis le fondateur de Merle, et Merle c'est une marque de mobilier design français, on fabrique des fauteuils. Qui je suis, là je raconte ma vie en entier. Donc moi j'ai fait les arts, comme tu l'as dit à juste titre, à Angers, et après j'ai fait un master aux États-Unis en supply chain. Ok. Je savais pas trop ce que je voulais faire, tu sais, tous les gars de ma classe, ils voulaient rester aux États-Unis, bosser chez Amazon et tout ça, et moi, c'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire. J'ai un peu voyagé en Amérique latine, j'avais pas trop de sous, j'ai fait un peu du commerce d'émeraude à droite à gauche. Je passais les coups de fil, dis-moi, j'ai trouvé un contact pour acheter des cailloux, ça t'intéresse? Puis après, je les ai envoyés par la poste, enfin bon, c'était un peu lunaire. Et ensuite, je suis rentré en France, et je suis rentré dans un cabinet de conseil qui s'appelait Argon Consulting à l'époque, maintenant c'est Argon & Co. J'y suis resté 3 ans. Je crois que dès le jour 1, je savais que... Ça allait pas le faire. Ouais, je savais, moi, tu sais, dans ma tête, je savais que j'allais être entrepreneur un jour ou l'autre, donc je savais que je ferais pas ma vie là-bas. Et puis, c'était très bien à plein d'égards. Et ensuite, 3 ans chez Argon, et je suis parti pour purger, juste avant le premier confinement, pour purger cette espèce d'idées omniprésentes en moi depuis toujours qui disaient que je voulais être artisan. D'accord. Et que j'aurais dû travailler le bois ou le fer, enfin j'aurais dû fabriquer des choses avec mes mains. Et donc j'ai quitté mon job juste avant le premier confinement. J'ai monté un atelier de menuiserie complet dans le garage de mes parents. D'accord. J'ai fabriqué un premier objet et là j'ai dit c'est mort. Ouais. Là je me suis dit c'est mort, je serai jamais artisan. Et à la suite de quoi je suis rentré à Paris en me disant bon bah j'ai un fichier Excel long comme le bras des boîtes à monter. Je vais en trouver une. Et puis en octobre 2020, je rencontre Stéphane Lanaise avec qui je suis associé, qui est designer à Paris, on bosse ensemble et on a monté Merle, qui est une marque qui fait des fauteuils de salon 100% français et sans aucun produit de la pétrochimie. Génial. Bah écoute, on va en parler. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans, comment t'as eu l'idée, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cet écosystème? Alors moi, j'ai toujours fait des trucs avec mes mains, c'était une passion. Et puis j'ai toujours trouvé que bosser juste avec son cerveau, il manquait un truc. Et que il y a un truc qui est génial dans les métiers de l'artisanat, entre autres, et souvent on le dit pas assez, c'est que faut tout le temps réfléchir à comment je manipule les pièces, comment je déplace, comment je vais porter mes charges lourdes dans mon garage, ma machine d'une tonne 3. Ça, accessoirement. C'est des problèmes auxquels on peut être confronté dans la vraie vie. Et donc, donc moi, depuis toujours, j'ai dit que j'allais entreprendre. Et tu sais, j'avais un fichier Excel comme ça avec toutes les idées qui allaient de produits techniques à produits super tech. Il y avait à peu près tout là-dedans. Et un jour, je me suis lancé de façon professionnelle pour trouver une idée de start-up. Ouais. En fait, j'avais eu un cours à Atlanta que j'adorais, qui s'appelait Technology Venture, avec une star de la tech qui avait monté 3-4 boîtes, qui les avait revendues, et qui nous avait filé une espèce de roadmap, un fichier Excel très très détaillé avec tous les PowerPoint, comment tu peux évaluer ton idée, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle va pas marcher, tout ça. C'était qui, tu te souviens? Ouais, c'était professeur David Q. J'ai essayé de le rappeler plein de fois, j'ai jamais réussi à... Il était hyper sympa, ce gars. Je me souviens, c'était un Américain et qui devait partir à la retraite juste après ma promo. Et qui disait, je vais aller m'installer à Aix-en-Provence parce que là-bas, il y a des garillettes. C'est vrai. Donc c'était énorme, c'était génial. Et donc ce gars-là, je suis parti avec tout le bagage
de ce truc-là, et je l'ai un peu revisité à ma sauce pour l'adapter au modèle économique que j'avais envie d'avoir, parce que moi je suis pas trop dans un mood gros cash burn, grosse levée de fonds. Voilà, donc j'ai un peu revisité tout ça pour que ça corresponde à ce que j'ai envie de faire. Et après, j'en ai sorti un fichier tout programmé, optimisé, tiré à 4 épingles, où t'as une idée, tu sors le marché, voilà. Et en une journée ou une demi-journée, selon la complexité du truc, tu pouvais savoir si c'était viable ou pas. Ouais. Le consulting, ça t'a aidé là-dedans ou pas tant? Ouais, le consulting, ça aide pour ça. Le consulting, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un métier que je trouvais pas top, mais que les méthodes étaient super. Il y a plein de méthodes géniales. Ce que j'aimais pas trop dans le consulting, c'était le manque de responsabilité du truc, quoi. Mais d'un autre côté, t'apprends des méthodes qui sont top, quoi. Donc après, si tu peux le mettre en pratique dans ton boulot, c'est des vrais coups de main, Ouais, bien sûr. Et alors, pourquoi t'as voulu faire une chaise? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, finalement? Moi, quand j'ai cherché une idée, j'en avais plein et j'ai éliminé tout de suite tout ce qui était pas produit physique. Parce qu'en gros, je me disais dans ma tête, un jour ça va s'arrêter. Soit, pour le mieux qui puisse arriver, c'est soit que je le revende, soit que j'aille jusqu'à la retraite avec, enfin j'en sais rien, mais... Ou alors je fais faillite, enfin on sait pas, mais tout ce qu'on sait c'est qu'un jour ça va s'arrêter. Et je voulais que le jour où ça s'arrête, je puisse regarder derrière et dire non, il y a ça. Je voulais pas avoir un service ou un truc virtuel, ou un produit virtuel où je me dis tout ce qui reste c'est un chiffre sur mon compte en banque. Donc ça pour moi c'était très important. Et après comment j'ai fait une chaise, l'histoire de la chaise elle est assez marrante. C'était un vendredi soir un petit peu joyeux. Un petit peu gazarique. Voilà, c'est ça. Un vendredi soir un petit peu joyeux au milieu de mes dizaines de business plans et tout ça. Je discute avec des potes et je rentre avec une idée à la con qui est putain c'est marrant, dans les clips de rap il y a toujours des chaises pliantes partout, quoi. Donc là, tu vois, j'ai ressorti mon modèle, j'avais pris le top 50, j'avais regardé tous les top 50 en accéléré, j'avais mesuré le nombre de plans sur lequel il y avait une chaise pliante et tout. Incroyable. C'était lunaire. Et en fait, j'étais un peu joyeux, j'ai fait ça en pleine nuit. Et le lundi matin, le week-end se passe très bien, le lundi matin, je recommence ma journée, j'ouvre mon ordi et là, je retombe sur ce truc-là et je fais merde alors. Peut-être qu'il y a un truc en fait. Je me dis, c'est quand même dingue, mais pourquoi là Et en fait, j'ai regardé, il y avait un phénomène de société venu des banlieues, qui, les maires des cités un peu craignos avaient supprimé le mobilier urbain pour virer les guetteurs, et qui se sont achetés des chaises pliantes, puis les dealers, puis les SDF bougeant dans les parcs, les mères de famille, parce que sinon elles pouvaient pas emmener leurs enfants au parc, elles pouvaient pas s'asseoir, et donc c'était devenu un signe de revendication sociale venu des quartiers populaires, quoi. Et je trouvais que l'histoire était super marrante. Et puis, je me disais aussi, comme tous les produits issus des quartiers populaires et super présents dans la culture populaire, un jour, ça va se gentrifier. Donc moi, mon idée, c'était de dire, le problème de la chaise pliante, c'est qu'on voit qu'elle est pliante et c'est vraiment trop moche, quoi. Genre, si on pouvait faire la même chose, mais sans la mécanique visible, ce serait ouf. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai rencontré Stéphane, genre 3 jours après. Tu l'as rencontré comment? En fait, Stéphane, c'était par réseau... je l'avais déjà croisé une fois, on se connaissait un petit peu de vue mais pas trop, et puis je lui avais envoyé un mail par hasard 2 semaines plus tôt en disant voilà, je vais lancer ma boîte, je suis de retour à Paris, tu sais, moi j'ai toujours kiffé l'artisanat, le mobilier et tout. Lui est designer. Lui il est designer et il est architecte aussi. D'accord. Et donc je m'étais dit, je lui avais envoyé un mail en disant est-ce que je peux venir voir à quoi ça ressemble, tu vois, genre discuter avec toi une heure, boire un café et tout. Il me dit ouais, pas de problème, je me pointe. Franchement c'est trop marré, le fit est passé direct. Et ensuite à la fin du truc je lui dis tu sais quoi, vendredi dernier j'ai fait un truc un peu bizarre là, j'ai fait un business plan pour faire une chaise pliante de luxe. Et il regarde ça, il éclate de rire et il me dit c'est marrant parce que depuis que je suis étudiant, donc lui il a fait les arts déco, donc tu vois c'est pas les arts et métiers, c'est plus artistique, mais c'est quand même du développement produit. Et donc lui, il me regarde, il me dit c'est marrant parce que j'ai dans mon tiroir depuis que je suis étudiant une chaise de camping top luxe et je l'ai jamais sortie. Et donc là je lui dis écoute, tu sais quoi, ça te fait marrer? Ouais. Bon, on se met au clair sur comment on va le faire, si on le fait, et si on est clair là-dessus, tu me laisses 2 mois, je trouve comment plier un fauteuil et puis après go. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'était le début de l'histoire. Mais surtout, excuse-moi, vas-y. Il y avait quand même un truc, moi, dont je me souviens qui était marquant, c'est que
quand j'ai ressorti mon business plan, c'était pas le plus rentable, c'était pas le plus sexy en termes de Startup Nation, mais c'était la seule fois de ma vie où j'ai lu a posteriori, j'ai compris que j'étais en train de faire un business plan pour me dire vas-y, et pas pour me dire non, tu vois, plutôt que de me convaincre de pas y aller. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est des mois après que j'ai réalisé que ce truc-là, tu vois, le facteur motivation, envie d'y aller, qui est essentiel si tu veux réussir à monter ta boîte. C'est difficile à intégrer dans ton business plan, quoi, tu vois. Bien sûr. T'as envie de te dire, ouais, les chiffres sont bons, on va gagner du pognon, ouais, mais en fait, c'est peut-être pas le seul truc important. Ouais, carrément. Bah, c'est un sujet qui est régulièrement abordé. Effectivement, être aligné avec ce qu'on fait, ça peut tout changer, hein. Ça peut, si on fait pas ça à long terme, ça va être compliqué d'affronter toutes les galères et puis de rester motivé, alors que bien sûr, même si le sujet nous passionne, il y a forcément des jours plus ou moins compliqués que d'autres. Mais en tout cas, je pense que c'est effectivement essentiel pour tenir dans la durée. Et alors à ce moment-là, justement, tu nous parlais de business plan. Qu'est-ce que tu envisages? Comment vous faites? Est-ce que vous faites un premier MVP? Vous essayez d'aller voir des clients potentiellement? Comment ça s'est fait ça? Est-ce que vous partez d'abord sur de la R&D et après vous verrez comment ça se vend? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors ça c'est marrant parce que du coup, lui étant un artiste et moi un pragmatique, on avait deux approches bien différentes du sujet. Quand on s'est posé la question de faire ça, on savait qu'on allait faire une chaise ou un fauteuil. Ok. Et ça, c'est hyper rassurant parce que pour moi, c'est ce que je dis. Souvent, je dis ça à des potes. Je dis si tu veux entreprendre, fais une boulangerie, quoi. Parce que franchement, tu veux faire un fauteuil, tu sais que le marché existe du fauteuil et tu sais que tu vas juste être en concurrence face à un mec et tu sais quel va être le critère de choix, quoi. Ouais. Tu vois, c'est des marchés bien établis, tu sais exactement, t'as des mecs qui vont t'acheter toi versus le voisin parce que en 1 t'es moins cher, en 2 t'es plus beau, en 3 t'es machin. Et puis si tu prends le problème de façon organisée et méthodique, tu peux choisir sur quel produit aller. Ouais, sur quel produit aller, tu vois, sur quel segment de marché, sur quel truc aller. Ce qui est une vraie chance parce que moi je me serais pas vu me lancer sur un produit, le truc existe pas, faut d'abord définir le concept, tu vois, ensuite faut trouver un cas d'usage, ensuite une fois que t'as trouvé le cas d'usage, faut faire ton MVP, ton machin, faut convaincre un mec de l'essayer, et puis après tu te rends compte que dans ton product market fit, non moi j'étais pas prêt pour ça, quoi. Donc moi à chaque fois je dis si tu veux entreprendre plutôt que de chasser la licorne, tu vois, fais une boulangerie à un endroit où il y a pas de boulangerie, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis tu sais que ça va marcher, quoi. Il faut tout pour tout le monde, faut faire du bon pain aussi. Mais... Ouais, aussi. C'est pas que mais ça fait partie des trucs, tu vois. Ouais. Et donc justement, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là parce que t'as pas répondu à la question. Ouais, c'est vrai que j'ai pas répondu à la question. Donc nous à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est moi je sors mon business plan hyper carré et je fais ce qui à mon avis plus grand monde ne fait, enfin en tous les cas autour de moi, je vais chercher des infos dans des bouquins. Ok. Je ferme mon ordi, je quitte internet et plutôt que de faire une étude de marché machin, je vais à la BNF. Ça c'est, on peut le mettre à la fin dans tes astuces, trucs et astuces. Life hack si t'as une étude de marché à faire sur un marché bien établi, tu vas à la BNF. Toutes les études, l'exercice, les machins, les trucs, tout a été fait et tout est enregistré à la BNF de toutes les années. Donc tu y vas, tu passes 1 heure à la photocopieuse. Génial. Voilà, ça te coûte 1,90 l'entrée au lieu de 2 000 € l'étude. Tu repars avec une vingtaine d'études et puis après, tu te les potasses et puis tu choisis ce qui est important et tu comprends si tu peux y aller ou si tu peux pas y aller. Donc à partir de ça, là, tu vois, dans nos têtes, il y a on a un marché qui existe et on sait sur quel terrain on peut jouer. 2, il est quantifié. 3, troisième truc, on sait que ce qui marche, il y a plusieurs, on sait à peu près ce qui marche. Il y a soit on joue sur le côté prix, soit on joue sur un côté différenciant produit, qui est difficile à avoir, mais enfin qui est un peu tu vois, c'est comme ça que tu fais un modèle iconique entre guillemets, tu vois. Et nous, on se dit, attends, là, on a un concept, le dernier brevet sur une chaise pliante, il date de 79 et il est en japonais, tu vois. Okay. Et ça ressemble à un tire-bouchon. Et donc, tu te dis, là, normalement, on est une aux portes, quoi. Ouais. Donc, nous, on fait ça. Donc, nous, on se dit, on a le marché, on sait où est-ce qu'il est, on sait quelle taille il fait. En plus, Stéphane, ça fait 20 ans qu'il bosse là-dedans, donc il a le réseau. Ouais. Go, quoi. On essaye. Déjà, on va voir si on peut y arriver. Alors avant de revenir sur le brevet, parce que ça m'intéresse vachement, quelle est un peu votre cible à ce moment-là? Vous dites, qui est-ce qu'on va adresser finalement?
Ah bah alors là, il y a le monde de avant la R&D, le monde de pendant la R&D et le monde d'après la R&D. Okay. Le monde d'avant la R&D, c'est ouais, ce serait bien si on pouvait faire un truc en cuir beau à 200 balles. Ah ouais, ok. Effectivement. Le monde de pendant la R&D, c'est putain, acheter du tube en fer pour fabriquer un proto que je soude moi-même, ça m'en a déjà coûté 400. Ok. Et ouais. Donc ça, c'est un peu notre le souci de la réalité, quoi. Ouais, bien sûr. Surtout que nous, dans notre cahier des charges, on rigole pas, tu vois. On se dit non, on va faire un truc sans compromis. Il y a un ingénieur, un designer. On veut être irréprochable sur tout. On peut pas dire non, moi, je mets des matériaux de merde ou je mets des trucs. Tu vois, non, il y a pas de sous-traitant d'immobilier en France, donc je vais aller chercher en Italie ou en Chine ou en République tchèque, alors que à côté de toi, t'as un ingénieur dont le job c'est d'aller chercher des métalliers, tu vois, t'as pas d'excuse, quoi. Si tu fais un fauteuil en acier, t'as pas de... Donc nous, c'était notre truc, donc on a dit, notre fauteuil, il va être pliant, il va être beau, il va être breveté, il va être sans plastoc parce que moi j'adore l'océan et je déteste le plastoc dans l'océan. Ça commence à faire... Et il va être 100% français, et puis il va être traçable jusqu'au bout, et puis on va calculer le bilan carbone, et puis le cahier des charges était, le cahier des charges était un peu serré. Ouais. Donc ça c'est un peu un des trucs, tu vois, peut-être qu'on y reviendra après, mais c'est un peu un des trucs, je pense que si je devais recommencer, j'irais mollo sur le cahier des charges, quoi. Un peu trop ambitieux dès le début. Ouais. Et là, je me souviens, donc, pour revenir à ta question, parce que je m'égare, Stéphane m'avait dit un truc, il m'avait dit, de toute façon, dans le mobilier, il faut 3 ans pour faire un fauteuil, il faut 3 ans pour le faire connaître. Moi, je me suis dit, oh putain. C'est long l'histoire. Donc quoi, je m'embarque. Ouais, mais non, mais moi je suis ingénieur, mais t'inquiète, ça va marcher et tout. Bon, on a mis 2 ans à le sortir. Ouais. Ce qui est déjà quand même 30% plus rapide. Ouais. Et là, on est en train petit à petit d'être connu, ouais. Bah, j'espère qu'on va pas mettre 3 ans, mais normalement on démarre pas mal. Là. Ok. Et là, votre cible aujourd'hui, et là, notre cible, bah là, on a changé, on a gardé toutes nos contraintes du cahier des charges. Du coup, on s'adresse à une cible qui est un peu plus enclin tu vois, à chercher des produits qui respectent toutes les cases du cahier des charges, quoi. Okay. Donc là, aujourd'hui, nous, on produit des fauteuils à peu près 3 000 € pièce. Ça peut paraître exorbitant comme ça, mais bon, je pense que dans ton quartier, t'en vois un paquet qui sont plus chers. Et donc, on est sur une cible de gens plutôt aisés, avec des cas d'usage différents. Il y a des gens qui l'achètent parce qu'il est pliant, plutôt à l'étranger d'ailleurs. Et après, on a des gens qui l'achètent parce que soit c'est des collectionneurs, soit juste il est beau et un fauteuil pliant, un fauteuil qui soit pliant ou pas pliant, il sert à s'asseoir, quoi. Donc là, la fonction est remplie. Et là, vous produisez à la commande, vous avez du stock, quelle quantité de stock? Parce que c'est aussi ça qui fait que c'est cher, c'est que vous ne faites pas pour l'instant une masse production, quoi, finalement. Donc, ouais, c'est un des critères. Il y a aussi le choix des matériaux, il y a aussi le sourcing. Tu vois, moi, je peux te donner la parcelle cadastrale des morceaux de bois, quoi. Donc, il y en a pas beaucoup des gens qui font ça. Et puis, on est tout français, on est tout en circuit court, tout ça. On est partiellement sur stock et on est partiellement à la commande. On assemble à la commande. Ensuite, on a quelques pièces qui ont des gros délais où on en a quelques-uns en stock, mais très très peu en pièces détachées. Parce qu'on met à peu près 2 jours à assembler un fauteuil. Ok. Et donc, on en a 2 mois si tu passes une commande en tout compris. Donc, il y a certaines pièces détachées qu'on a en stock d'avance. Certaines pièces qu'on n'a pas d'avance. Et donc, ça nous permet, si on a besoin d'en sortir un comme ça pour une occasion spéciale, d'en avoir 1 ou 2 qu'on peut sortir dans la semaine ou dans les 2 semaines. Sinon, en général, c'est 2 mois. Ok. Alors, bon, on va parler quand même du brevet, parce que toi, en tant qu'ingénieur, c'est sûr que ça doit être un truc qui t'éclate bien. Comment t'as fait déjà pour faire cette innovation-là? Si tu peux nous en parler un peu. Ouais, ça m'éclatait bien. Ok. Après, il y a l'administratif qui est arrivé. Après, il y a l'administratif, le chèque, l'avocat, là, tout ça, c'est un autre... Encore, on n'a pas encore été copié, donc bon. Non, le brevet, c'était un truc... J'ai inventé un truc, pas très sophistiqué et tout ça, facilement copiable, mais bon, et facilement protégeable aussi. Et j'ai pris conseil auprès d'ingénieurs pour savoir s'il fallait le protéger. Donc ils m'ont tous dit oui, évidemment. Tu vois, si j'avais demandé à des commerciaux, ils m'auraient dit ah bah non, il faut que tu sois le premier à le vendre. Donc c'était rigolo. Non, on a déposé le brevet. C'est quand même une étape intéressante de déposer un brevet. Déjà parce que à titre personnel et culturel, c'est une façon de penser, une façon de rédiger, une façon d'expliquer ton produit de façon très très différente de ce que j'ai l'habitude de faire.
c'était aussi d'une certaine façon un petit entraînement à mon discours commercial derrière, tu vois. Et puis j'imagine que c'est quand même une sacrée plus-value quand tu présentes ton produit, quand t'as un système breveté, c'est quand même... Bah écoute, il y a des gens qui... Bah, alors, ceux qui achètent mon fauteuil parce qu'il est pliant, ouais. Les autres, s'en foutent, ils l'ont déplié, ça change rien. Ok. Il y a vraiment le côté, tu vois, t'achètes un meuble plié au même sens que tu pourrais acheter un meuble démonté. La seule différence, c'est que moi, il y a pas de clé dans la boîte, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc t'as des gens qui le voient vraiment comme ça dans le client, qui sont plutôt les Français, et après les autres, ils le plient, ils le déplient, ils le plient, ils le déplient. Ouais, bien sûr. Au gré de leur voyage. Ouais. Et alors, donc tu nous disais que vous étiez plutôt en circuit court et made in France. Est-ce que quelles ont été un peu les premières difficultés? J'imagine qu'il y en a eu pas mal autour de ça. Quelles ont été finalement les premières difficultés du lancement du produit? Ce que vous avez un peu pu rencontrer? Alors des difficultés, il y en a du début à la fin. Ouais. Finalement, le plus simple, c'est presque d'avoir l'idée. Ouais. Tu sais, souvent on se dit mais je peux pas monter de boîte, j'ai pas d'idée. J'ai oula, si c'est juste ça le problème. Ouvrons l'Excel. Voilà, tu sais pas où tu t'embarques. Non, on a eu pas mal de... Ça a été compliqué de trouver un réseau en France. Et ça s'est fait... En gros, on a 3 gros partenaires. D'accord. On a 3 gros partenaires qui sont un sous-traitant de l'industrie qui nous fait toute notre métallerie. On a un tanneur qui est dans les Vosges et qui, lui, nous fait tous nos cuirs. Il nous fait des couleurs sur mesure qu'on a développées avec lui et tout ça. On a l'origine de la traçabilité de la peau pour être sûr que c'est bien un animal français. Donc, tu vois, comme ça, on essaye d'être à peu près propre. Et on a un sellier qui est un petit artisan aussi, qui lui aussi en Loire-Atlantique. Et c'est marrant parce que je pense que, tu vois, je dis que j'ai mis 2 mois à développer le truc. Je pense que sur les 2 mois, j'en ai passé 4 ou 5 à chercher quelqu'un pour le fabriquer, quoi. 2 ans. 2 ans, pardon. Ouais, j'ai passé 4 ou 5 mois à trouver des gars qui voulaient bien le fabriquer. Ok. Parce que il fallait trouver des sous-traitants de l'industrie qui voulaient t'aider, pas des mecs qui disaient oh c'est une petite série. Il fallait apprendre à parler le langage de l'aéronautique parce que ces gars-là ils bossent comme ça, tu vois. D'accord. Ils reçoivent des plans pour des pièces mécaniques, pour des éoliennes, pour des centrales électriques ou en tout genre. Enfin, l'industrie française, quoi. Les avions, des trucs comme ça. Et donc, il faut réussir à leur parler leur langue, quoi. Donc, tu penses bien que les designers, avec leur dessin en général, ça répond pas trop à la cotation ISO, quoi. Voilà. Donc, il a fallu apprendre ou réapprendre tout ça. Ça, c'était un vrai challenge. Et puis après, comprendre pourquoi il y avait un mec qui me faisait un devis à 500 € pour un fauteuil et le voisin qui me faisait le devis à 17 800 € pour le même fauteuil. Parfois, c'est un peu... Mais bon, après, ce qui est rigolo, c'est que franchement, c'était dur. Je sais pas, j'ai appelé peut-être 300 ou 400 usines, je sais pas, j'en ai visité peut-être 80. Ils avaient tous des discours différents, il y en avait qui voulaient aider, il y en avait qui en avaient rien à foutre, il y en avait qui disaient oui, mais en fait c'était non, il y en avait qui disaient non, mais en fait c'était oui. En tout et pour tout, malgré les centaines de mecs que j'ai appelés, j'ai eu peut-être, je sais pas, 5 devis, quoi. Ah ouais, c'est pas énorme. Alors, la même semaine, j'en ai reçu un à 17 000 et un à 600 €, c'était marrant. Non, et moi, la grosse leçon que je retiens, c'est qu'à chaque fois, tu rencontres un bonhomme. Tu te dis, tu vois, le sellier, j'en avais contacté plein, et puis je l'ai rencontré sur le parking de la zone commerciale de Guérande, quoi. C'était lunaire. J'allais acheter des matériaux pour fabriquer un prototype. Va savoir pourquoi j'en avais un dans le coffre. La seule fois de ma vie où j'ai jamais eu un prototype dans le coffre. J'arrive à la boutique de matériaux, fermeture exceptionnelle. Je dis bon, faut que j'aille acheter des vis. Je vais acheter des vis, fermeture exceptionnelle. Je dis putain, merde. Je me dis bon, je vais aller voir le magasin de meubles. Au moins, ça va me... J'arrive dans le magasin de meubles et là, il y a un sellier qui est en train de faire une livraison parce qu'il a besoin d'un peu de pognon et que du coup, il faisait des livraisons en plus de son boulot, tu vois. Et je dis, mais vous êtes sellier? Il me dit, bah ouais. Je dis, bah moi je cherche un sellier pour faire un fauteuil. Il me dit, mais tu peux me le montrer? Bah ouais, je l'ai dans le coffre. Et donc voilà, sur le parking de la zone commerciale, tu vois, avec le directeur du magasin, son fils, le sellier et moi, avec une maquette faite de briques et de broc et de bouts de ficelle. Et le mec a dit, ouais, je peux le faire, ça, pas de problème. Et 1 mois après, il nous sortait nos premières selleries, quoi. C'était fou. Et à chaque fois, ça a été ça. Un jour, le tanneur, je rencontre un mec à un salon, il me dit, bah ouais, on peut te le faire, enfin je sais pas, enfin peut-être. Puis je le rappelle, il me dit, non, on a réfléchi, en fait on est chaud. Moi j'ai pris mon billet de train le lendemain, j'étais à la tannerie, ils m'ont dit, vous savez quoi, c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années qu'il y a un designer qui se déplace pour venir nous voir.
Elle dit, du coup, on va bosser avec vous. Okay. Merci. Voilà, super. Du coup, on est content de bosser avec vous, on va vous aider. Allez, c'est parti. Génial. Et à chaque fois, c'est ça. Et le summum, c'était le métallier. Là, donc après les centaines et des centaines d'emails, un jour, je reçois un mail long comme le bras du directeur d'une boîte, un entrepreneur complètement dingue, un entrepreneur de l'ombre, tu vois, les gars de l'industrie française qui retapent des petites boîtes petit à petit. Aujourd'hui, je sais pas s'il en a 9 ou 10 ou 11, okay. C'est fou, quoi. Et un jour, je reçois un mail du directeur de la boîte, alors que moi, j'avais envoyé, tu vois, au service commercial, quoi. Et je reçois un mail super long. C'est un nouveau marché, j'ai jamais fait de design, ton truc, il a l'air cool. Je serai à Anceny demain, j'ai une demi-heure, entre 14h30 et 15h15, un truc comme ça. Est-ce qu'on peut se voir? Moi, je regarde les trains, je me dis... Ouais, je peux arriver avec 5 minutes d'avance, pas de problème. Hop, j'ai pris mon train, je réponds oui. Et me voilà à Anceny tout seul avec mon sac à dos, comme ça. Je lui serre la main, on prend un café, ça a duré 25 minutes. Et il me dit, ça ouais, il dit, ça on peut pas le faire, mais je l'envoie au bureau, on trouve une solution. Et 2 mois après, j'avais une série, quoi. Incroyable. C'était dingue, quoi. Ouais. Et il te demande des contreparties à ce moment-là, t'engager sur tant de temps, une exclusivité, travailler avec eux pendant tant d'années ou... Ça dépend comment on bosse. Ouais. Et moi, je vois vraiment mes fournisseurs comme mes partenaires, mes mentors et ceux qui connaissent le métier mieux que moi. Et en fait, on est vraiment dans une relation... Franchement, honnêtement, j'aurais jamais réussi sans eux. Ils m'ont aidé, il y en a, ils m'ont jamais rien fait payer pendant des mois et des mois. J'en ai toujours un chez qui j'ai pas loin de 30 000 euros d'acompte. Enfin, c'est un truc de ouf. Et je l'appelle et je lui dis, envoie-moi la facture. Il me dit, non, j'ai rien à foutre de ta facture. Là, je lui dis, mais attends, t'as la crise de l'énergie, t'as la moitié de tes usines à l'arrêt. Il me dit, non, c'est bon. Si tu démarres, ça me fait un nouveau marché, donc go. Okay. Et donc ça, c'est vraiment un gros plus, je pense, pour ceux qui veulent se lancer sur les produits en France. Ouais, c'est dur. Ouais, ça prend du temps. Ouais, franchement, le réseau français... et pas forcément aussi bien organisé que ce que peut l'être, je sais pas moi, le Portugal pour le textile, la République tchèque et l'Italie pour le mobilier, ou la Chine pour tout le reste. Enfin, pour tout court. Mais c'est vraiment des gars, ils sont là, ils en veulent, c'est des mecs de l'ombre, ils ont envie de t'aider, ils ont envie que ça marche, et si tu parles leur langue, alors là, c'est bon, quoi. Tu vois. Bien sûr. Alors pour se projeter un peu et parler du futur, comment tu imagines la suite? Comment tu vas faire pour continuer à progresser dans ton marché et peut-être aller en conquérir d'autres, en tout cas de différentes cibles. Et puis voilà. Donc nous, alors moi, je pense que on travaille sur plusieurs tableaux. On travaille sur le développement de la marque, le commercial, tout ce qui est pas intrinsèque à notre business, mais tout ce qui est vraiment propre à tout le monde, quoi. Donc il faut produire, il faut vendre, il faut faire ses comptas, il faut rémunérer les gens. Enfin. Et après, on a un deuxième axe qui est la R&D permanente et le développement produit permanent. Et ça, c'est un truc qui est à la fois un gros challenge et un super facteur de motivation. C'est que quand tu fabriques des objets, tu peux faire toutes les idées, quoi. Ouais. Tu te dis pas, j'ai pris une idée de startup, j'ai monté la startup. C'est, j'ai une idée, je l'ai faite, j'ai un fauteuil. Si j'ai une deuxième idée, demain, peut-être que ce sera une chaise, tu me diras c'est pareil, mais peut-être que ce sera un autre objet, peut-être que ce sera un autre meuble, peut-être que ce sera pas un meuble. Et donc nous, on bosse vraiment de cette façon-là. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment cool. Parce que, tu vois, c'est un peu l'océan des possibles, quoi. Tu fais... quand t'es matérialiste, disons, comme moi, c'est vraiment cool. Et donc, on est vraiment sur le développement de la marque, qui démarre doucettement, du moins d'un point de vue public, parce que nos clients, on les a vraiment eus au bouche à oreille, au porte-à-porte. Voilà, on a même eu des beaux clients, mais comme ça. Et puis, on espère sortir d'ici la fin de l'année un nouveau modèle. D'accord. Au moins un. De chaise. Ouais. Là, on est en cours de candidature pour la campagne d'acquisition du mobilier national. Ok. Donc si on pouvait meubler les ministères, ce serait cool, tu vois. Donc là, et puis fin 2023, l'objectif c'est au moins 2 modèles sortis. Ok. Et puis après, on déroule un par an ou 2 par an. Ouais. L'idée étant vraiment... Moi, je pense que le mobilier, ça a un gros avantage, tu vois, par rapport à la mode, par exemple. C'est que c'est plus lent.
c'est plus lent à développer, c'est plus lent de convaincre un client, tu vois. Les gars, ils disent, putain, un fauteuil 3000 balles, s'il le voit sur Instagram, il va pas l'acheter tout de suite, quoi. Ouais. Et donc, nous, ça nous laisse le temps de réfléchir un peu à ce qu'on veut faire et de mettre du jus de cerveau et de penser le design autrement que juste une forme ou juste une esthétique. Après, faut réussir à vivre, quand même. C'est bien quand c'est lent, mais... ouais, ça, c'est un autre sujet, ça, on peut en parler longtemps aussi. Mais donc nous, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est de dire le design c'est lent et puis c'est un marché du best-seller. Donc on organise sa boîte pour pondre un best-seller. Voilà. Okay. Donc pour moi, il y a plusieurs stratégies. Il y a Made.com qui a essayé, qui a réussi, qui a fait faillite. Ils ont eu plein de best-sellers, et ils ont craché tellement d'argent pour essayer de sortir plein de modèles en espérant en avoir un que ça. Bon après, je suis pas dans les comptes de Made.com, hein, mais c'est un peu l'impression qu'ils renvoient. Et après, il y a quelques personnes qui arrivent régulièrement à sortir un modèle, 2 modèles, qui vont pas très vite, mais qui font les choses bien, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, j'aimerais bien m'inspirer de ça. Ouais. Justement, vous avez un peu des sources d'inspiration, des Fairmob, d'autres comme ça acteurs, même si eux c'est plus du mobilier d'extérieur. Mais... Ouais. Ah bien sûr. Ouais, je pense qu'en plus la France, on a une tradition du design qui est super forte. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que quand tu marches dans la rue, tu demandes à un Français est-ce que vous connaissez un designer, en général il dit non, ou alors il dit Philippe Stark, alors qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Donc oui, moi j'adore André Putman par exemple, ce qu'elle a fait c'est incroyable. Sa façon de dessiner du mobilier intégré et en même temps de faire éditer des pièces qui étaient d'ailleurs ta lampe là. Pour l'anecdote, ta lampe là, c'est un modèle fortement inspiré d'un design des années 20 qui était complètement passé des années 10 même plutôt, qui était complètement passé aux oubliettes de l'histoire et qui a été réédité par André Putman grâce à qui maintenant encore en 2023 on commercialise des lampes aussi belles, quoi. Ok, génial. Donc ça fait partie des références. Ouais, c'est un peu l'intemporalité, c'est la beauté finalement du mobilier et des choses qui peuvent traverser un peu les âges. C'est clair que ça doit être inspirant. Alors pour parler quand même un peu, comme je l'évoquais, de pouvoir en vivre, est-ce que aujourd'hui vous arrivez à en vivre? Quels sont un peu comment on fait finalement pour vivre de ça? Eh ben faut vendre. Il y a pas de secret, il faut vendre. Comment on fait pour vivre? Donc aujourd'hui on est 3, on est 2 associés fondateurs et on a une responsable image avec nous. D'accord. On lui paye son salaire, ça va très bien. Nous on se paye pas encore de salaire. C'est un choix. Moi j'arrive à vivre encore parce que j'ai gagné un peu d'argent à côté, donc ça va. Aujourd'hui on n'est pas encore tout à fait rentable et on décide d'être sur un modèle de croissance qui justement on brûle pas trop, histoire de voilà, on sait que c'est un marché lent. Moi je suis pas du tout contre la levée de fonds, au contraire je suis assez pour, mais je trouve qu'on sait que c'est un marché lent, on sait que les gens mettent longtemps à se décider, on sait qu'on met longtemps à être connu, on sait qu'il y a pas mal de concurrence sur les nouveaux arrivants, donc si on arrive à franchir, tu vois, c'est ce qu'on disait, faire 80% du boulot pas cher au début, même si ça nous coûte un peu, tant que ça démarre, pour que dès que transformer les signaux forts en signaux faibles, enfin l'inverse plutôt, transformer les signaux faibles en signaux forts, de sorte que dès que les premiers signaux forts arrivent, là on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Donc là tout est vraiment optimisé depuis le jour 1 pour financièrement faire tourner la boîte, pouvoir vivre dessus, tout ça sans que ça nous coûte sans trop brûler. C'est l'Excel avec toutes les macros de ouf. C'est plus que ça. C'est une chaîne d'assemblage dans un garage semi-automatisé. Avec des bouts de ficelle, des trucs comme ça, quoi. Des outils fabriqués à la main, tu vois. Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi aux contraintes, aux embûches auxquelles vous allez devoir vous confronter pour continuer à croître? J'imagine que c'est quand même un secteur assez concurrentiel où tout le monde ne se fait pas non plus de cadeaux. Tu me parlais des fournisseurs, effectivement, qui te font confiance et j'espère qu'ils resteront tes partenaires historiques, mais j'imagine que c'est pas simple non plus. On n'a pas parlé non plus du transport et de l'acheminement des meubles et des matériaux. Quelle est un peu ta vision là-dessus et ce à quoi tu penses devoir te confronter? Nous, on essaye de capitaliser sur le fait d'avoir des profils techniques pour avoir un avantage concurrentiel sur la technique. Ça, c'est vraiment un truc depuis le début. Donc, notre chaîne de production, elle est en France. C'est pas une question marketing de faire une production en France. C'est une question idéologique évidente, sur laquelle on peut passer. On n'a pas besoin d'expliquer aux Français que c'est mieux d'acheter français. Et le deuxième point, c'est que
toujours, si on prend l'exemple Made.com, ils fabriquaient tout en Chine. Le jour où il y a un problème d'appro ou la hausse du transport qui arrive, ils morflent, quoi. Nous, il y a 150 km entre le métallier et notre atelier. Il y a 28 km entre le sellier et chez nous. Tu vois, et après on est sur une ligne TGV directe, tu vois, et on peut poster et un fauteuil pliant passe dans un colis postal. Donc tu vois, tu parlais du transport, c'est des avantages concurrentiels qu'on a très nettement améliorés par rapport à nos concurrents, quoi. Oui, c'est vrai que donc si jamais nous on voit vraiment la galère, tu vois, la galère sur le marché du transport, la hausse des prix d'énergie et tout ça, nous, on le voit vraiment comme, on sait que ça va arriver, préparons-nous à ce que ce soit une opportunité, quoi. Ok. Donc, il y a plein de nos concurrents qui vendent à l'étranger, il y a vraiment le marché qui s'est segmenté entre la guerre des prix cassés, qui du coup fabrique à l'étranger et importe, et la guerre des prix élevés qui fait l'inverse, fabrique en France tout à la main, ils arrivent à peu près ils arrivent bien à produire même, mais sauf qu'ils peuvent pas vendre en France parce que tu comprends que le fauteuil pliant Hermès à 13 900 €, ouais. En plus il est vachement moins beau que le mien. Ça, le fauteuil pliant Hermès à 13 900 €, tu vois, il y a pas beaucoup de Français qui l'achètent, quoi. Enfin, en termes de nombre de... Donc nous, alors c'est sûr c'est des contraintes, tu vois, parce que faut expliquer à ton client que t'es dans une segmentation prix intermédiaire, donc t'as ceux qui te disent que t'es trop cher, t'as ceux qui te disent que t'es pas assez cher. Ça, c'est un truc le pricing qu'on adapte. Ouais. Parce que moi, je veux pas être un produit de luxe, moi je veux être un produit de haute facture, tu vois. Bien sûr. Et puis j'ai pas envie de faire le x7 ou le x5 standard du mobilier qui prend ton client pour un pigeon. Où tu lui vends une coque en plastique avec une mousse polyuréthane et un tissu polyester, tu vois, genre. Ouais. Je pense qu'il y a un jour aussi où le client voudra plus. La planète veut déjà plus. Et il y a un jour où le client voudra plus. Ouais. Et ce jour-là, nous, on est encore petits, mais on est là, quoi. C'est ça notre façon de voir le sujet. Ouais. En préambule, tu parlais de musique, effectivement, c'est ce constat de chaises pliables qui se retrouvaient dans les clips de rap. Ouais. Est-ce que c'est un marché que vous voulez adresser, que vous vous adressez déjà? Alors Booba. Là, il y en a plein. Il y a Obi-Wan aussi qui a fait tous ces... on peut essayer de lui glisser ça. Ouais, il y en a plein. Ah non, mais alors attendez, s'il y en a qui matent, on peut vous filer des chaises pour vos clips, ouais. Ok, ça marche. Non, ça c'est cool. Ouais, non, moi j'adore. En plus, ce que j'adore sur ce concept, c'est le truc de dire, on travaille sur un phénomène de société. On cherche pas à faire un truc beau, on cherche à faire un truc qui répond à une incohérence. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Parce que, bon, je divague un peu, hein, tu peux m'arrêter si tu veux. Ouais, pas de souci. Souvent, on entend, ouais, si tu veux monter une boîte, faut trouver un besoin, exprimer le besoin, le pain point. Ça marche, hein, mais ça marche si ton objectif c'est gagner de l'argent, quoi. Et nous, alors on gagne moins d'argent que les autres, c'est plus difficile, ça, on va pas se mentir. Mais nous, on a un impact différent sur ce marché-là. Notre objectif, c'est vraiment de répondre à des incohérences de marché, à faire les choses un peu mieux. Tu vois, ça répond aussi un peu à une certaine quête de sens, tu vois, quand on entend beaucoup parler. Bien sûr. Après, il faut quand même un minimum gagner sa vie. C'est indispensable. C'est indispensable. Hein. Enfin, nous, nos comptes, ils sont tirés à 4 épingles. On sait exactement combien on dépense au centime près. On n'est pas rentable, mais on a 2 ans de trésor, tu vois. Enfin, donc c'est quand même. C'est quand même, c'est bien calculé, bien maîtrisé, tu vois. C'est indispensable. Faut pas dire aux gens, vas-y, faut pas leur faire croire que tu peux y aller et que c'est pas un sujet. C'est le sujet numéro 1. Mais en revanche, si ton objectif n'est pas de maximiser ton profit, il faut d'abord le sécuriser. Mais si ton objectif c'est pas de le maximiser, et dans ce cas-là, mais d'avoir un impact sur un sujet qui te plaît, dans ce cas-là, il faut pas chercher à répondre à un besoin, il faut chercher à répondre à une incohérence. Et ça, c'est une approche qui est vraiment différente, que je trouve super. Tu vois, tu trouves une incohérence de marché, tu te dis, tu comprends ton marché, tu trouves une incohérence et t'y vas. Et tu te dis, bon, je fais pas ça juste pour le kiff de le faire, je le fais, je sais pourquoi, je sais où est-ce que je veux aller, je sais quels vont être les objectifs et les résultats, et je sécurise à l'avance, en ayant bien ficelé mon truc, la finance derrière. Ouais, on revient sur l'alignement finalement. Ah ouais, t'es obligé. Enfin, c'est pas une ONG, quoi, donc c'est clair. Non, mais enfin, c'est vrai, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, écoute, génial. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, si tu devais recommencer Merle from scratch,
qu'est-ce que tu ferais? Ah, du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec toi, quand on écoute ton podcast, on sait que la question va arriver. Moi, je sais exactement ce que je referais. Okay. Différemment. Ce que je referais ou ce que je ferais différemment? Les deux. Moi, ce que je referais, c'est que je referais un produit physique. Okay. Je referais un produit design et je me réassocierais avec mon associé. Parce que au quotidien, c'est hyper cool et parce qu'il y a une émulation et on est là, enfin, c'est cool, quoi. On a l'impression de savoir pourquoi on bosse et en plus, c'est cool. Enfin, c'est une bonne ambiance et tout ça. Le truc que je referais pas, c'est que je pense que je ferais plus simple. Okay. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du cahier des charges. Déjà, ça met plus longtemps de faire plus compliqué. Ça coûte plus d'argent. Et c'est tellement plus difficile à expliquer. Oui. Et ça, tu te dis, putain, si j'avais juste fait, t'imagines, si j'avais fait la banner de mon site internet, j'aurais dit, merde, des fauteuils sans plastoc. Voilà, ça aurait été clair, tu vois. C'est le cas, hein. On a moins d'1 gramme de produits pétro-sourcés par machin. Tu vois, on n'a pas de peinture synthétique, on a des patines à l'ancienne, on n'a pas de traitement du cuir synthétique. Okay. On a du bois avec des finitions, des vernis anciens comme on faisait il y a 200 ans. On a des cols naturels alors qu'on l'en trouve nulle part, tu vois. Et on s'est fait chier. Mais ça, c'est dans le cahier des charges. Et je me dis, putain, si j'avais fait le même truc, mais pas pliant. J'aurais pas besoin d'expliquer aux gens qu'un fauteuil pliant, on peut s'asseoir dessus comme un fauteuil pas pliant, tu vois. Ouais. Donc, si je devais recommencer, je me contenterais, entre guillemets, de faire une seule incohérence de marché. Ouais. Et j'aurais dit, parce que là, j'en ai fait trop. Donc, j'ai fait la notion, tu vois, on parlait du clip de rap, le zéro plastoc, zéro produit pétro-sourcé, on l'a fait un peu on l'a fait entièrement par conviction. C'était un boulot de malade. On est franchement tous super fiers d'avoir réussi, quasi réussi, parce que il nous reste 1 gramme. Sur un fauteuil de 10 kilos, c'est pas mal. Il nous reste 1 gramme. Et c'est tellement plus simple à expliquer. Tu vois? Puis j'aurais pu faire 2 produits. Ouais, ce que j'allais te dire, tu aurais pu commencer par une V0 simple, ouais. Et après aller sur là, ça. Là, j'ai 14 générations de prototypes, tu vois. Donc, on aurait juste pu faire ça, quoi. Donc moi, si je devais recommencer, je dirais trouve un peu une vocation. Moi, c'était de faire des objets et de bosser sur du design et des produits un peu artistiques avec une esthétique et tout ça. Identifie bien ton marché et sécurise que tu peux gagner de l'argent dessus. Pour moi, le meilleur concept, le meilleur conseil, c'est prends un marché qui existe. Après, bon, s'il y a des gens qui ont des idées révolutionnaires, il faut pas les brider. Mais genre, si la volonté c'est d'entreprendre, c'est pas, voilà, c'est prends un marché qui existe. Va à la BNF. Va sourcer. Ouais, va sourcer. Commence comme ça, et ensuite trouve l'incohérence de marché, note toutes les autres, mais adresse-en une seule. Et quand t'auras adressé celle-là, t'auras suffisamment progressé pour sortir l'autre beaucoup plus vite, et toutes les autres derrière, et en plus t'élargiras ta gamme. Ouais. C'est vrai qu'avoir un message simple, ouais. c'est pas parce que le message sera simple que le produit sera simple. C'est toute la beauté, en fait. C'est de faire quelque chose de compliqué qui paraît simple. C'est là où c'est un peu l'effet waouh. Ouais, exactement. Et il y en a qui arrivent très bien à faire ça. Mais effectivement. Donc ça, pour nous, c'est un vrai sujet. Du coup, là, on fait pas machine arrière, mais tu vois, on est en train de sortir un modèle quasiment équivalent, mais qui est pas pliant. En termes d'esthétique. Bon, tout ça, c'est du trade-off, hein, tu vois, je te dis ça comme ça, mais en même temps, le fait d'avoir réfléchi à un fauteuil pliant, ça nous a apporté des esthétiques et des matériaux et des assemblages qui, comme personne n'a jamais pensé à faire, enfin, cherché à faire un fauteuil pliant comme les nôtres, jamais personne a utilisé des assises suspendues, maintenues sur les machins comme nous, n'a fait des assemblages précontraints, tout ça. Ce qui fait que ça nous offre une esthétique de facto différenciante. Ouais. Ça, c'est parce qu'on a cherché la technique. Mais si on avait fait un fauteuil simple, le truc qui ressemble le plus à un fauteuil, le truc que les gens achètent le plus, et qu'on avait fait sans plastoc, et qu'on avait dit, tu l'as chez Ikea, tu l'as chez Maison du Monde, tu l'as chez Merle. Alors oui, hein, tu l'as à 400 balles, tu l'as à 800 balles, tu l'as à 1000 balles. Mais tu l'as à 1000 balles, il a pas de plastoc, il est français. Et au moins, le message est clair, il est net, il est précis, et puis t'as que 2 mois de délai, et pas 6 mois. Et bah là, je pense que ça aurait vraiment simplifié le business. Tu crois que ça aurait suffi de pas être plus différenciant que ça?
Ah, moi, je crois que c'est méga différenciant, surtout. Ok. Enfin, il faut voir ce que c'est. Non, comme, mais ça l'est, hein. Je remets pas ça en question, mais je veux dire, pour se faire connaître, pour avoir une marque émergente, c'est quand même dur. Ouais. Mais ça, ouais. Mais en termes. Alors que là, t'arrives forcément avec un concept qui sort du. Mais tu vois, on revient à la boulangerie. Si tu vends des baguettes, t'as rien inventé. Mais si tu fais du bon pain, tu vas en vendre, quoi. Donc moi je pense que si tu fais des bons fauteuils, tu vas en vendre. Alors il va falloir effectivement il va falloir travailler la marque. Effectivement, tu vas faire le classique 3 ans de développement, 3 ans pour te faire connaître. Mais ça va être reposant parce que t'as pas besoin de revoir ton message tout le temps, t'as pas besoin de faire de l'A/B testing pour savoir sur lequel des adjectifs de ta phrase le mec a mis sa souris, tu vois. Non, mais on est d'accord que quand on fait du bon travail, ça finit toujours par payer. Ça, moi, c'est un truc auquel je crois à fond. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est peu importe le sujet que t'adresses, si tu l'adresses de façon claire, méthodique et que tu travailles pour répondre à la question sans te disperser, avec les questions dans l'ordre, tu prends ton problème, tu le divises en petits problèmes, tu prends chacun des petits problèmes et tu les traites un à un comme ça, et à la fin t'as une réponse et puis ça va marcher. Être et durer, j'aime bien. Comment? Maxime, être et durer, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Ok, génial, écoute. Est-ce que tu aurais un échec qui t'a vraiment marqué dans ton parcours, que ce soit pendant tes études ou pendant le consulting ou même chez Merle aujourd'hui et qui te sert aujourd'hui, sur lequel t'as su capitaliser et que t'aimerais repartager comme ça? Ouais, alors moi moi, tu me poses cette question et ça arrive comme ça à pléthore, il y a la rafale d'échecs. Je me reprends comme ça, ma vie défile devant moi. Non, moi, le gros échec de ma vie pro, c'est d'avoir burné quand j'étais consultant. Ok. Ça, c'était un gros truc. Parce que je suis arrivé avec mes godasses de je vais y arriver, parce que j'ai envie de bosser, parce que j'ai envie d'avoir les dents qui rayent, j'ai envie de réussir, j'ai besoin de reconnaissance. Et puis un jour, tu grilles. Et puis t'as pas de reconnaissance, et puis t'y arrives pas, et puis juste c'est un gros échec. Non seulement c'est un échec, mais en plus tu le ressens comme tout s'effondre, quoi. Donc, je pense que parce que ça m'intéresse beaucoup, effectivement. Je connais d'autres personnes qui ont été dans ce cas-là, mais j'en ai jamais pu trop en discuter. Tu penses que c'est nourri par quoi ça? Par l'ambiance qu'il peut y avoir dans les câbles de consulting, par ce que tu peux vivre en école, ou tu penses que c'est plus personnel? Non, je pense pas que ce soit lié au cabinet de conseil. Je pense que pour moi il y a deux grosses raisons. La première raison, c'est il y a la raison pour laquelle ça te tombe dessus, et la deuxième raison pour laquelle t'as du mal à t'en sors pas tout de suite. La première raison pour laquelle ça te tombe dessus, c'est le surmenage, et le surmenage corrélé à faut pas trop, je vais pas dire surmenage, parce que surmenage c'est vraiment tu bosses trop et tout ça. C'est le côté parce qu'on s'imagine que quand tu te surmènes, c'est que tu bosses 14 heures par jour, que tu déjeunes pas. Non, moi je dirais pas que c'est ça. C'est tu bosses sans jamais te libérer l'esprit, peu importe le temps horaire que tu passes, de ce sujet-là, et tu as l'impression que le vase se remplit et que toi t'es, tu vois, à l'écope derrière pendant que le bateau coule, et jamais tu prends le temps parce que tu l'as pas et parce que t'as personne qui te tape sur l'épaule et qui te dit t'inquiète, ça va le faire. Et que du coup tu arrives à un moment où à force d'écoper, tu vois pas l'île en face du bateau, tu vois l'eau dans la cale. Et donc ce jour-là, ça te tombe dessus, quoi. Un jour, t'es sous l'eau et tu te dis merde, si j'avais vu qu'il y avait une île et que j'aurais pu nager, je me serais pas retrouvé, tu vois, Jack. Donc ça je pense que c'est le vrai sujet. Et le deuxième, ça c'est le truc où t'es surmené. Et le deuxième truc qui fait qu'après t'en sors pas, enfin moi c'était mon cas, c'est qu'après quand tout s'effondre, quoi. Mais pourquoi je fais ce que je fais? Et là, moi je bossais pour une grande boîte qui faisait des produits cosmétiques et de grande distribution française et connue et reconnue à travers le monde. Et je me disais, mais pourquoi j'optimise le cash d'une boîte dont la vocation et la finalité du cash que je leur libère, c'est de mettre plus de microbilles plastiques dans les shampoings qui finissent dans l'océan. Et là, ça pique. Là, ça pique. Et ça pique d'autant plus que si t'as perdu le sens de la mesure avant, tu vois, t'as l'impression que c'est toi, il y a plus rien qui a du sens. Tout est
tout est gigantesque, quoi. T'as l'impression que c'est toi qui es responsable, tu vois, de l'hippocampe sur le, sur le coton-tige, quoi. Et là, ce jour-là, c'est un peu dur. Donc après, il faut reconstruire doucement, déconstruire, reconstruire. Ça, il y a des gens qui savent faire. Ouais, on en rigole, mais c'est pas drôle, hein, c'est a posteriori, mais, et donc, comment tu capitalises sur ça, et quels sont un peu tes garde-fous? Est-ce que tu penses que tu aurais pu le voir venir? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour anticiper ça? Alors, moi, j'ai un espèce de dicton qui me prémunit de ça. Ouais. Mais c'est parce que je l'ai bien potassé, et une fois que je l'ai synthétisé, ça veut plus trop dire ce que ça veut dire, mais c'est un peu la loi du chacun sa merde. Ouais. Mêle-toi de tes affaires, résous tes problèmes, t'occupe pas des problèmes des autres, enfin, choisis tes combats, quoi. Et puis, commence par ça, et puis, une fois que t'es bien dans tes baskets, tu pourras aller aider les autres, quoi. Et sois juste, tu vois. Moi, je trouve, par exemple, dans mes trucs, je m'autorise pas de dire des trucs à moi-même que je dirais pas aux autres. Tu vois, tu fais tomber ton stylo et tu fais « Ah, quel con !» Attends, excuse-moi, mais déjà, c'est quoi le rapport ? Ouais. Et ensuite, putain, t'imagines si je disais ça à un stagiaire, un alternant, un salarié, le mec, il fait tomber son stylo et tu fais « Quel con !» Putain, mais tu passes au prud'homme direct, quoi. Ouais. Donc, ça fait partie des trucs où je me dis putain, fais les choses simples, sois cool, ça va bien se passer, quoi. C'est pas trop grave. Et la question financière, elle est pareille, tu vois. Elle est une fois que t'as connu la boîte qui crache pas, une fois que t'as connu de pas avoir de thunes sur ton compte, une fois que t'as connu la carte refusée au Monoprix pour un paquet de gâteaux, et que tu te rends compte que t'es toujours vivant, bah en fait, t'es vivant, t'as les mêmes potes, t'habites au même endroit, tu vois, t'as toujours ta femme, tu te rends compte qu'en fait, qu'est-ce que t'en as à faire, quoi, du paquet de gâteaux, c'est pas important. Donc c'est un bon retour à l'essentiel. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que, ouais, donc si je devais résumer tout ça, je pense qu'il y a d'abord, gère tes affaires avant de t'occuper de celles des autres. Et le deuxième truc, c'est trouve un truc basique et bien concret, et puis commence par ça, tu vois. Ouais. Et fabriquer des meubles, c'est un exemple. Moi, j'ai fait pousser des légumes pendant longtemps, c'est un bon exemple, tu vois. Mais trouve-toi un truc bien concret, bien simple, et puis ça va bien se passer. Ouais. Alors, tu me parlais tout à l'heure de ton fameux fichier Excel avec toutes tes idées dedans. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en partager une vraiment qui te marque et que tu regrettes un peu de pas encore avoir poussé et qui te plairait bien? Là, il y en a une que j'ai envie de pousser et je vais le faire avec Merle. Ok. Mais je t'en ai un peu parlé l'autre jour, là. C'est en ce moment, le premier fauteuil, on l'a fait sur un phénomène de société qui venait des banlieues. Là, il y a un truc qui me titille. C'est comment je peux adresser avec un objet physique la question de l'éco-anxiété. Et ça, j'ai une petite idée. Si tu peux développer un peu sur l'éco-anxiété. Ouais, si tu veux, ouais. En tout cas, pour qu'on sache de quoi on parle, pour ceux qui connaîtraient pas trop. Alors, l'éco-anxiété, pour ceux qui savent pas, c'est ah bah tiens, on criait Jack sur le Titanic tout à l'heure, là, c'est pareil. L'éco-anxiété, pour les gens qui savent pas, c'est t'as vu que le Titanic allait droit dans l'iceberg, et puis tu fais on va droit dans l'iceberg, et t'es tellement flippé en disant on va mourir en panique que t'es pas capable de courir jusqu'au canot de sauvetage, quoi. Et c'est un truc qu'on voit de plus en plus, hein, t'as vu, il y a même des articles de presse, il y en a tout le temps sur ce sujet-là. On connaît tous des jeunes entre 20 et 40 ans qui parlent que de ça, tu vois, qui suivent Bon Pote et Jean Covici. Ouais, c'est clair. On n'a jamais autant entendu parler du rapport du GIEC que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est clair. Ouais. C'est bien, mais... Bah moi je trouve que c'est bien pour tu vois, ça c'est bien. Il y a pas de débat sur le fait que ce soit bien, mais si t'as compris le sujet, que tu sais, bloque Bon Pote, bloque Jean Covici et bloque Maxence Cordier, parce que sinon toute la journée on va te rabâcher le truc et il faut le savoir, il faut en être conscient, mais il faut aussi se dire, enfin moi c'est un espèce de mojo, tu vois, faut aussi se dire que ce truc là, tout aussi horrible que ça puisse être, c'est la plus grande opportunité de l'histoire de l'humanité, parce qu'il faut repenser à tout. Donc si t'as envie de monter une boîte, si t'as envie de t'engager, si t'as envie, tu vois, que t'es un peu en quête de trucs à faire autres que gagner de l'argent, et
toutes les opportunités sont là, tu vois, genre tout est à faire, toutes les opportunités sont bonnes, bien malin celui qui sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Il y a peut-être juste sur BFM TV et CNews où ils savent, tu vois, mais tout le reste de la population c'est pas ce que va devenir, ce que vont devenir nos produits, tu vois, même aussi basique qu'un fauteuil, tu vois. Bien sûr. Mais tu vois, pour le coup, donc tu dis ne pas forcément faire d'argent. Pour le coup, je suis pas forcément d'accord parce que tu peux trouver franchement une niche ou même un secteur où tu peux faire de l'argent avec. Et on a un peu, surtout en France, faire de l'argent, c'est toujours mal vu. Et le mettre sur le dos d'un projet comme ça, éco-durable, éco-responsable. Mais pas forcément, à partir du moment où ça répond vraiment à une problématique et que ça résout vraiment quelque chose, une incohérence écologique ou autre, je vois le problème à faire de l'argent, quoi. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Si tu arrives à faire les deux, vas-y. Hein. Enfin, ça, moi, je pense que je vais réussir à faire les deux. Enfin, en tous les cas, j'y crois. Mais non, mais c'est un vrai débat. Mais non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je pense que il faut pas les opposer, les trucs. Bien sûr. Il faut pas dire soit j'ai un impact, soit je gagne de l'argent. Il faut dire de toute façon, t'auras pas d'impact si tu gagnes pas d'argent. Déjà. Donc on met les choses au clair. C'est ça. Et le deuxième truc, c'est moi, par humilité, je pense que déjà monter une boîte et gagner de l'argent, c'est compliqué. Que monter une boîte et avoir un impact, c'est compliqué aussi. C'est sûr. Si ton objectif c'est de monter une boîte et en plus d'avoir un impact avec lequel tu gagnes de l'argent, et ben c'est un bel objectif, quoi. Enfin, sois conscient que c'est pas juste, tu vois, parce que des Patagonia, il y a que Patagonia. Hein. Bien sûr. Non, mais j'en connais qui pourraient être freinés de mettre à jour cette ambition pour des raisons purement en fait marketing, quoi. Ouais. Donc non, mais tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans Tu simplifies. Moi, j'ai fait une chaise pliante parce que je pensais qu'il y avait un marché énorme et je l'ai fait éco-responsable par vocation, tu vois. Et si j'avais vu la montagne de boulot que ça représente, j'aurais peut-être fait moins. Enfin, j'aurais peut-être fait l'un ou l'autre. Moi, je pense que c'est le même débat, tu vois. De toute façon, il faut partir du principe que si tu veux avoir un impact, si tu veux faire bouger les choses et tout ça, il y a deux trucs à savoir. Le premier, c'est que toutes les initiatives doivent être prises. Et le deuxième, c'est que de toute façon, ton initiative, elle aura pas de valeur si elle est pas viable économiquement. Donc à partir de là, c'est bon, quoi. Tu choisis ta priorité. Ouais, bien sûr. Alors, tu nous en as déjà beaucoup parlé de ce que vous faisiez chez Merle et la différence de votre concurrence, mais est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder qui vous permette d'être meilleur que ce que font les autres ? Alors nous, je pense que notre grosse force, c'est d'avoir combiné la technique et le design. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, en français, le design, c'est un adjectif. C'est rigolo. C'est design, ouais. Si tu dis c'est stylisé, non, ça veut pas dire la même chose, tu vois. Donc nous, je pense que notre grosse force, c'est de combiner les deux. De dire, et puis d'avoir en interne un petit atelier aussi. Parce que tu vois, là, on bosse sur un truc, on fait un croquis, la semaine prochaine, t'as un proto. Et ça, c'est quand même bien. Alors après... le gros du boulot, il se passe entre le proto et l'industrialisation. Ça, on peut pas trop le compresser, mais le fait d'avoir un atelier, ça nous permet de gagner du temps, de gagner de l'argent parce qu'on fait pas appel à des prototypistes, tu vois, de comprendre aussi ce qu'on fabrique. Et du coup, tu vois, moi, chaque fois que j'ai sorti, enfin, tous les fauteuils que j'ai sortis, parce qu'on a fait plusieurs versions au fur et à mesure, chaque fois qu'on a sorti, qu'on a fait faire des protos, des versions par nos sous-traitants, on a fabriqué exactement le même en interne à la main. Ouais, ok. Et ça peut paraître idiot comme ça, mais en fait, si tu fais ça, tu comprends exactement où est-ce que le mec va passer du temps. Bien sûr. Qu'est-ce qui est relou, qu'est-ce qui est bien, tu vois. Ah, attends, mais qu'est-ce que je peux produire en gamme de production ensemble, tu vois, même si intuitivement, tu te dis telle pièce et telle pièce, elles ont pas la même forme, en fait, tu peux les mettre toutes les deux sur la machine en même temps. Donc ça c'est une vraie force pour nous. Et du coup, tu vois, on a mis le dicton 3 ans, on en a mis 2. Je pense que c'est parce qu'on a bossé comme ça. Ouais, c'est clair. Je trouve que c'est un super bon conseil de dire maîtriser avant de déléguer, parce que déjà on sait de quoi on parle. On parle la même langue, presque, avec ceux qui vont le faire pour nous. Et puis voilà, puis ça nous permet de nous construire autour de notre produit, de faire grandir notre créativité, de voir la limite des possibles, de voir vraiment en faisant, et puis même de s'inspirer, hein, finalement.
c'est en travaillant généralement qu'on a de nouvelles idées. Après, moi, je prétends pas que ce soit une méthode universelle géniale. Hein. Moi, la raison principale pour laquelle je fais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai besoin maintenant de revenir à un truc les pieds sur terre, quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment. Tu vois, parfois, tu vas voir des artisans et les mecs te disent, c'est pas comme ça qu'on fait. T'as envie de dire, alors là, t'es gentil, mais. Tu vois, si je l'avais pas fait chez moi avant, essayé, réessayé, appris tout le bouquin par cœur de toute la théorie et fait toute la formation de l'école Boulle en 2 mois dans mon garage, tu vois, le mec qui me dit ça, je peux aller le voir et lui dire, écoute, j'ai essayé, si on fait comme ça, ça marche à peu près, mais je pense que tu peux l'optimiser et grâce à ça, on va voir le cellier et il me dit, ah ouais, putain, j'y ai pas pensé, ah, mais c'est mon maître, machin, là, il y a 20 ans, qui m'avait dit un jour qu'on pouvait faire ça, je l'avais jamais refait. Ça, c'est cool, tu vois. Ouais, ça, c'est différenciant. Et non, attends. Autre truc différenciant, je pense. Il y a un autre truc, c'est que ça va avec la BNF. C'est les informations qui sont sur Internet. Putain, ça, tu sais, c'est le truc que disait la dame de CDI à l'école, là. Les informations qui sont sur Internet, il y en a plein qui sont géniales, mais elles sont tellement noyées que si tu trouves un bouquin de référence, ou une étude de référence, ou un truc de référence, mais écrit, tu gagnes un temps. Ah, ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Nous, on voulait supprimer la peinture. On a acheté 80 balles un bouquin sur la patine des métaux. Il y avait toutes les recettes qui étaient faites. On a appelé le métallier. On lui a dit, tu me fais ça? Il me dit, j'ai jamais fait de patine. J'ai dit, bah, t'en fous, tu fais ça, t'as la recette. Le mec, il a essayé. Il fait, putain, c'est vachement bien. C'est hyper beau, puis c'est pas cher. Problème résolu. Voilà. Donc, arrête de... Genre, les tutos sur YouTube, il y a plein de trucs géniaux. Il faut les regarder. Mais quand il y a un truc dans un bouquin, en général, ça marche. Ouais, c'est clair. Génial. Comment est-ce que tu progresses? Comment tu fais pour continuer à t'améliorer, à naviguer dans cette vie entrepreneuriale? Moi, ma progression principale, je crois, elle est de dire... La première étape de la progression, c'est de savoir identifier ses limites. Et de dire, attends, là, ce sujet-là... Tu vois. Et pour progresser, c'est un combo de il faut apprendre et il faut prendre la confiance. Oula, lâcher. Et donc moi, comment je progresse, je suis en formation, je délègue pas mal de trucs. D'accord. En disant, principalement des responsabilités. En disant, écoute, ce truc-là, moi j'ai un avis, mais je sais pas ce qu'il vaut. Est-ce que toi t'as un avis? On en discute. Est-ce que t'es capable de justifier ta réponse? Non? Ah bon, bah alors personne de nous ne sait, donc vas-y, on va apprendre. Ok. Et ensuite, je combine toujours un peu de tout ça avec de la technique, parce que moi je suis assez matérialiste, tu vois, comme t'as pu le comprendre, mais... Donc je trouve qu'il y a progresser dans le produit, ça, c'est aussi aller bosser avec les gens, tu vois. Là, moi, du coup, j'ai appris à souder juste parce que je voulais, tu vois. Je voulais y aller en disant... Attends, mais c'est comme ça qu'on fait, apprends-moi, machin. Et puis maintenant que tu m'as appris, bah, j'ai compris ce qui était bien, j'ai compris ce qui était pas bien, et puis la prochaine fois, je t'ai écouté, c'est toi qui sais, je te fais confiance, donc go, quoi. En revanche, je pense qu'il faut pas tomber dans le travers de je te pose une question, si la réponse c'est tout le monde fait comme ça, en général, c'est pas la bonne réponse, quoi. C'est pas la bonne façon de faire, tu vois. Si le mec me dit, mais pourquoi tu fais ça? Et si le gars il te dit, bah parce que si tu fais comme ça, t'as pas de bulle d'air dans ta soudure, là tu te dis, ouais, là je lui fais confiance. Si le mec il te dit, je fais comme ça parce que mon maître a pensé, qui m'a formé, m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Là, tu te dis, peut-être qu'il fait bien, mais je suis peut-être pas convaincu. Et puis après, s'il te dit, ouais, j'ai toujours fait comme ça, moi, va me faire chier. Qu'est-ce qui me fait chier avec tes questions? Là, en général, il y a un petit truc à faire, et une petite opportunité. Ouais. Ok. Il y aura un conseil qu'on t'a donné dans ta vie qui t'a marqué et que t'aimerais partager? Il y a une phrase. Ok. C'est ça va bien se passer, t'inquiète. T'inquiète, ça va bien se passer. Ça, c'est pas mal. On peut le dire aux autres, en général c'est un effet, et on peut se le dire à soi-même. Ça marche bien. Et ensuite, ouais, moi il y a un conseil que je peux dire à tous ceux qui veulent entreprendre et qui veulent avoir un impact et tout ça, c'est identifiez bien. Alors attends, c'est un peu théorique, mais faites bien attention à la valeur que vous mettez derrière vos mots. Souvent, on dit et on emploie des mots et on pense que c'est bien, et en fait, c'est pas bien. Mais c'est pas mal non plus. Juste, faut pas imaginer qu'il y a de la valeur, tu vois.
Moi, je parle souvent, on dit au bureau, tu sais, la querelle des anciens et des modernes, elle a toujours été là. Souvent, ce qui est moderne, c'est bien, parce que ce qui est pas moderne, c'est archaïque. Et ce qui est archaïque, c'est mal. Et donc, le corollaire de ça, c'est innovation. Innovation. Et quand t'entends innovation, c'est bien, tu vois, tu gagnes des prix d'innovation. Une startup, c'est forcément innovante. C'est parce que c'est un peu un mot d'ordre de c'est bien, tu vois. Et moi, je crois qu'il faut voir les choses un peu sous un autre angle en se disant, attends, innover, c'est pas bien, c'est pas mal non plus. C'est juste, tu vois, t'as changé un petit truc. Par ailleurs, souvent, on discute, est-ce que c'est de l'innovation? Est-ce que moi, qui utilise la même colle que Louis Boulle, c'est de l'innovation? Bah, depuis 100 ans, personne l'a fait, mais j'ai rien inventé, hein. Donc moi je pense qu'il faut faire un peu gaffe à la valeur au mot, et ça permet de se remettre un peu les pieds sur terre, se dire pourquoi tu fais ça. Si tu crois qu'il faut innover pour monter une boîte, c'est pas vrai. Si tu crois, il faut juste faire les choses bien, quoi. Et faire les choses bien, c'est pas faire un truc nouveau. Ça c'est juste un exemple parmi, tu vois, on revient à la boulangerie, tu vois, tu fais une baguette, si tu fais du bon pain, bah c'est une belle boîte. Enfin tu peux, regarde, Kaiser, il y en a partout. Franchement, moi j'aurais bien monté une boîte, j'aurais bien aimé monter une boîte comme Eric Kaiser, tu vois. Et donc, moi, je crois que parfois, on emploie des mots, demande-toi, quoi. Est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que c'est bien, tu vois? Est-ce que je suis pas en train de confondre ce que j'entends d'habitude et ce que j'entends pas, tu vois? Il y en a plein comme ça. Il y a progrès, par exemple. Progrès, dans le dictionnaire, ça veut dire une armée qui avance sur un terrain. Donc, ce qui est le progrès pour un belligérant 1, c'est le regret pour le belligérant 2. Ouais. Donc le même acte est bien pour l'un, mal pour l'autre. Enfin, globalement, il n'y a pas de valeur. Tout est question de perception. Et tu vois, après, tu peux pousser. Une fois que t'as chopé le truc, tu tires la ficelle, tu dis, ah, la bioéthique. Ah, mais est-ce que le progrès, c'est bien? J'ai dit, non, mais vous avez rien compris, les gars. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de retirer la valeur des mots. Il y a la connaissance scientifique, tu peux considérer que c'est bien. Il y a le progrès technique, enfin l'avancée technique, l'innovation, tu peux considérer que c'est bien si tu veux, mais après l'usage que t'en fais, tu vois. Mais des exemples comme ça, une fois que t'as tiré la ficelle, il y en a, là j'en ai encore un nouveau, là j'ai avoir le choix par exemple. Aujourd'hui, tout le monde considère que avoir le choix c'est bien, tu vois, en particulier en médecine, parce qu'on va parler bioéthique. Ouais, mais si t'as pas le choix, t'es pas emmerdé, puis t'es pas anxieux, tu vois. C'est clair. Le choix est tu vois, l'élément anxiogène numéro 1, je pense. Le choix est l'élément anxiogène ouais, c'est ça. Donc, est-ce que quand tu dis on veut proposer à nos prospects une nouvelle offre, est-ce que quand t'entends ça, tu te dis c'est bien? Bah, tout le monde va te dire c'est bien. Je dis non, attends, c'est pas bien, c'est pas mal non plus, tu vois. Oui, c'est là. C'est là, tu vois. Donc, reviens à l'essentiel du truc. Ce qui est bien, c'est pas de proposer une nouvelle offre. Ce qui est bien, c'est soit de répondre à une cohérence, soit de répondre à un besoin. Et là, bon, après on peut rentrer, après il y a les débats de philosophie, du bien et du mal, mais juste sans aller jusque là, le conseil le plus simple, c'est attention à la valeur que tu mets derrière tes mots. Pense pas que si c'est pas moderne, c'est pas bien. Pense pas qu'avoir le choix c'est mieux, parce que c'est pas mieux, mais c'est pas moins bien non plus. C'est juste un truc, quoi. Okay. C'est comme une lampe. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Ça définit sauf si elle consomme moins d'électricité. Ouais, ouais, encore. Les ampoules LED. Ouais, les ampoules LED. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est un peu un conseil. En tous les cas, pour ceux qui sont un peu touchés par l'éco-anxiété et tout, dites-vous bien que déjà, vous y pouvez rien, tu vois. Ensuite, séparez le bien et le mal des mots que vous employez du quotidien et que vous entendez. Et ensuite, lancez-vous, quoi. Parce que personne sait ce qui est la solution et ça va pas être une solution. Puis pour le coup, une façon testée et approuvée de combattre l'anxiété, c'est de faire. Ouais. Et d'arrêter de réfléchir à tergiverser sur un sujet, mais juste d'agir pour justement avoir une action dessus. Ouais. Et virer mon pote de LinkedIn. Voilà. Même si je l'adore, hein. Pardon Thomas Wagner, hein, tu nous as beaucoup évangélisé, mais... Bien sûr. À titre individuel, est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel tu aimerais travailler, que tu n'aurais pas forcément eu le temps jusque-là? Ça peut être une compétence liée au développement personnel, voilà, quelque chose sur lequel tu aimerais consacrer du temps à l'avenir éventuellement. Moi, il y a un truc à titre personnel que je rêverais de faire, c'est associer une petite production agricole à ma boîte.
Ok. Parce que bon, après c'est un peu un modèle paternaliste et tout ça, mais en disant je vais nourrir mes salariés, déjà je les perds. Non, ça j'aimerais bien. Je trouve que ça fait partie des trucs où je sais pas si ça a été trop fait, tu vois, mais genre ça fait un espèce de projet commun, extra professionnel, concret, simple, sans enjeu. Bah, ce qui serait beau, ça serait d'allier les deux histoires. C'est ça. Trouver une synergie entre les deux. Ah ouais, bah attends, après des idées comme ça, des rêves fous, j'en ai plein comme ça, tu vois. Là, je rêve qu'un jour, Merle fabrique un bateau de course tout en bois sans pétrochimie. Là, ce serait fabuleux, ça. Ouais. Mais bon. Non, à titre personnel, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est créer un projet entrepreneurial qui est ancré sur un territoire. Ça, j'aimerais bien. Je trouve que on sort un peu du virtuel et on revient aux gens. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ok. Te dire, voilà, on est là. C'est un truc, je trouve, ça existe plus trop, tu vois. Il y a pas mal de grosses boîtes françaises qui étaient comme ça. Tu vois, on pense tous à Michelin Clermont-Ferrand, à Ubisoft en Bretagne, des trucs comme ça. Mais... Ou Yves Rocher. Mais écoute, j'ai un très bon exemple qui est un peu paradoxal, mais pas tant. J'ai reçu récemment Eric Larchevêque qui m'a expliqué que il a installé donc les usines de Ledger à Vierzon, qu'il a mis son école AlgoSup à Vierzon, que là il y a des incubateurs qui sont financés par le Crédit Agricole qui arrivent à Vierzon aussi, et c'est une vraie volonté parce que lui il est vierzonais, sa famille avait effectivement une usine, pour ceux qui ont écouté l'épisode ils le savent déjà, mais voilà, et c'est une vraie volonté de restructurer cet écosystème. C'était vraiment une ville qui était très industrielle à l'époque et qui a un peu perdu entre guillemets ses lettres de noblesse, et il se réinscrit vraiment dans le Berry, et ça c'est top. Ça c'est vraiment mortel, c'est trop bien comme histoire. Et en plus de ça, tu construis et tu entretiens des savoir-faire. En France, il y en avait partout, dans tous les départements de France, il y avait des trucs. La veille du plastique qui est disparu. Bon, en plus, je cite le plastique comme exemple positif, tu vois. Ce qui est vraiment c'est fou. C'est dire. Disons les violoncelles de Mirecourt, toi qui es musicien. Non, il y en avait plein et moi, j'aimerais bien m'inscrire là-dessus. Tu vois, avec une tradition du produit fini et le savoir-faire associé. Ça, ce serait vraiment top. Ouais. Ok. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un dans l'écosystème français, alors que ce soit un entrepreneur, une entrepreneuse ou pas forcément, un artiste, quelqu'un qui t'inspire et avec qui tu pourrais passer 1 heure pour discuter, qu'est-ce que ce serait ? Ah, ce serait Philippe Catherine. Ok. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est marrant et que quitte à passer 1 heure avec quelqu'un, tant que ce soit un bon moment. Ouais. Parce qu'il est multitask. Parce qu'il est super drôle, parce qu'il est super artistique et en même temps très concret. Enfin, il est sur un mode très artistique décalé et il a réussi à imposer, tu vois, une façon de jouer au théâtre, une façon de faire de la musique qui est vraiment originale. Et non, un jour, j'aimerais bien discuter avec lui, ouais. Ok. Tu penses qu'il pourrait t'apporter des choses sur Merle ? Ah bah ouais, c'est sûr. Ouais. Ah non, ça c'est sûr. Je sais déjà ce que je lui demande, je crois. Ok. Ouais. Donc non, ça, ce serait vraiment trop marrant. Ok. Et t'en as un, toi, du coup ? Je sais pas si on t'a déjà posé la question. Non, on m'a jamais posé la question. Bon, déjà, Philippe, voilà. Bouteille à la mer, tu la recevras bientôt dans tes DM ou je sais pas trop, mais... Alors, on va faire spécial dédicace. On va dire à Philippe, du coup, Philippe, j'adore. On t'a vu sur plein de sujets artistiques, que ce soit le cinéma, la musique, la peinture, enfin les arts plastiques en général. Si jamais tu veux me dessiner un objet, je te le produis. Voilà. C'est beau. Bah écoute, le message est lancé. Voilà, le message est lancé. Ce qui est possible on a eu de faire. Booba, et maintenant on a Philippe Catherine. C'est vrai. Ah, moi j'ai grandi à Boulby, donc tu vois, c'est... Ouais. Ça a marqué ma jeunesse. C'est sûr. Bah écoute, pour répondre à ta question, pour le coup, j'y ai jamais trop réfléchi, donc voilà, je ne réfléchis pas à ce que je peux infliger à mes invités, tu vois, c'est pas bien. Je vais y remédier pour la prochaine fois. Moi, je pense qu'un Xavier Niel serait incroyable. C'est vraiment quelqu'un que j'adorerais recevoir, qui est vraiment... je trouve qu'il incarne tellement bien l'entrepreneuriat français, qui est parti tellement loin, qui a cassé des codes, qui s'est battu contre
géants quoi, et qui a jamais rien lâché. Et aujourd'hui encore récemment, on lui a demandé de augmenter ses prix parce que il les répercutait pas en fonction des différentes inflations, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très engagé, qui a des convictions fortes et qui défend ses idéaux. Et puis il a créé l'école 42. Enfin, c'est vraiment c'est un mec super. Bon, bah alors Xavier, du coup. Mais a priori, il aime pas les interviews. Bon, donc, désolé Philippe, Xavier a eu un plus bel éloge. Xavier, si tu me regardes, on peut faire des choses. Bon, on verra. Super. Génial. Écoute, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un futur épisode? Ouais, moi j'ai des copains. J'en ai deux. J'en ai un, bah tiens, on va rester dans la lignée des Gatzar. Ok. Il y avait un mec dans ma promo qui est super sympa, qui s'appelle Nicolas Menigos, qui est un des fondateurs de iFollow, que tu connais peut-être. Ouais. Lui, il est vraiment impressionnant et il a une vision de la vie très pied sur terre et c'est partie de ces gens qui parlent pas, ils agissent quoi. D'accord. Et ça c'est cool. Et sinon, je dirais mes copains Théo et Valentin de Fils de Pomme. Ok. Tu peux me dire ce qu'ils font parce que je sais, mais pour ceux qui Fils nous de écoutent. Pomme, c'est une marque de cidre française, bio, engagée, gluten free et tout ça, qui fait du cidre super bon, et qui sont super forts en com. Et pour moi, ils réussissent tout ce qui est un super produit, une super com, ils sont sympas, ça marche leur truc, donc buvez des pommes comme ils disent. Non, eux ce serait vraiment, ce serait intéressant de les avoir. On les a pas beaucoup vus en plus. Enfin, je crois qu'on les a même presque jamais vus. Ok. À part sur les réseaux sociaux où ils sont très présents, sur Instagram notamment. Ouais. Mais ouais, je dirais Nicolas ou Théo et Valentin. Ou hein. Ou tu sais, je suis fermé à rien. On peut les Génial. appeler si tu veux. Ok, bah écoute, on va voir ça avec eux, ce qui est possible de faire. Martin, merci beaucoup. Merci C'était Thibaut de vraiment m'avoir super reçu. Intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux? Sur Merle, LinkedIn, exactement, Merle, M-A-E-R-L, comme on n'a pas précisé, en référence à la petite algue marine. On peut me retrouver sur LinkedIn, Martin Roland, ou Merle, sur Instagram, le compte de Merle, Merle_design, et puis en général, les messages LinkedIn, je réponds, ouais. Ok, bon, Même bah, toujours. je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Yes. Martin, merci encore. Merci à vous qui nous avez regardé jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, comme d'habitude, c'est que ça vous a nécessairement plu. Je vous invite à partager l'épisode autour de vous et à vous abonner sur la plateforme de votre choix. C'est vraiment super important et ça me permet de me soutenir. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!